Crime et faits divers. Il y a près de 2 ans, la vie de toute une famille a basculé dans l'horreur. Le 28 février 2018, l'état de santé de Céline, une Stéphanoise de 38 ans, enceinte de 6 mois, se détériore d'un coup. La future maman est prise de bouffées de chaleur et elle a de plus en plus de mal à respirer. Une situation qui l'inquiète, d'autant plus qu'elle a de sérieux antécédents cardiaques. Avec son compagnon, Céline décide donc de contacter les pompiers, mais son appel est transféré vers un médecin du SAMU et après avoir discuté avec Céline et son compagnon, les secours décident de ne pas intervenir car ils ne retiennent aucun élément alarmant lors de cette conversation. Le couple, qui ne peut pas se déplacer, décide donc de contacter un autre médecin. Mais à son arrivée, le professionnel de santé est paniqué car l'état de santé de Céline n'a fait que s'aggraver. Entre les mains du médecin, la future maman fait même un arrêt cardiaque. Démuni, le docteur présent sur place appelle à son tour le SAMU. Il leur notifie le caractère d'urgence pour qu'une intervention soit ordonnée. Les pompiers et le SAMU arrivent finalement sur place 1 heure après le premier appel de Céline. Mais ce laps de temps va avoir des conséquences irrévocables pour Céline et ses proches. Avant de recevoir Jason, le frère de Céline en direct sur notre plateau, retour sur cet appel qui aurait pu sauver 2 vies. Nous sommes à Saint-Étienne, dans la Loire. C'est ici que vit Céline, une assistante maternelle de 38 ans, aux côtés d'Axel, 25 ans. Le couple partage depuis 1 an un appartement avec les 2 filles de Céline, nées d'une précédente union. Léa, 17 ans, et Anaïs, 19 ans. En septembre 2017, une merveilleuse nouvelle va égayer le quotidien de cette famille recomposée. Céline attend un nouvel enfant. Mais le 28 février 2018, alors que Céline, enceinte de 6 mois, vient de rentrer chez elle après sa dernière journée de travail, avant son congé maternité, la vie de cette famille va basculer. Soudain, la mère de famille est violemment prise de vertige. Elle a beaucoup de mal à respirer et ressent de vives douleurs au niveau du cœur. Face à la gravité de la situation, Axel et Céline composent à 16h54 le 18, qui transfère leur appel au SAMU. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal où? J'arrive pas à respirer, j'ai mal au poumon, j'ai mal au cœur, j'ai mal partout. D'accord. Est-ce que vous avez de température? Je sais pas, mais j'ai des bouffées de chaleur, j'arrive pas à respirer. D'accord. Et est-ce que vous avez des problèmes de santé connus? Des problèmes cardiaques? Vous avez des problèmes cardiaques? Oui. C'est quoi comme problème cardiaque? Ah, je peux pas vous dire, j'ai du mal. J'ai des problèmes cardiaques, j'ai des souffles au cœur, j'ai des problèmes, quoi. Mais face à la détresse de Céline et de son compagnon impuissant, aucune prise en charge ne leur est proposée. Écoutez, il faudrait que vous contactiez SOS médecin pour soit qu'on vous donne un rendez-vous à leur centre de consultation à l'hôpital Bellevue ou éventuellement si un médecin peut venir vous voir à la maison. Elle se sent mal, nous, je suis pas véhiculé, on peut pas aller nulle part, je sais pas, faut, je vois, enfin, voilà, au moins les pompiers, je sais pas, moi j'appelle le 18, je sais pas. Messieurs, vous leur demandez à ce moment-là, si vous n'êtes pas véhiculé, vous leur demandez si quelqu'un peut venir la voir à la maison. Oui, c'est bien pour ça que j'ai appelé, est-ce que vous pouvez me repasser? Je vous dis d'appeler SOS médecin. Esselé, Axel décide de contacter SOS médecin à 17h04. Un professionnel de santé se rend alors à leur domicile 20 minutes plus tard. Mais à son arrivée, l'état de Céline se détériore, à tel point que le médecin recontacte le SAMU. Commencé à faire l'électro, là, elle a commencé à perdre connaissance avec plutôt épilepsie en fait, une espèce de respiration par râle, une espèce de mousse au niveau de la bouche. Ouais. Putain, elle fait des pauses, respire. Allô? Ouais. C'est pas hystériforme son affaire? Non, elle a fait non, ça paraît pas ça. Non, elle est en arrêt cardiaque là. Putain. Face au manque de moyens du médecin, le SAMU et les pompiers envoient des renforts au domicile de Céline. Mais lorsque les pompiers arrivent à 17h50, la mère de famille est inconsciente. Et l'arrivée du SAMU, 10 minutes plus tard, ne changera rien. Céline
est alors emmenée de toute urgence au CHU de Saint-Étienne pour y être opérée. Sa famille est alors prévenue et après plusieurs heures d'angoisse, les médecins leur annoncent 2 mauvaises nouvelles. La petite fille, qu'attendait Céline, n'a pas survécu. Quant à Céline, qui est branchée sur des machines, son pronostic vital est engagé. Et si elle se réveille, elle aura de graves séquelles. Après 10 jours d'hospitalisation, Céline, qui est en état de mort cérébrale, sera finalement débranchée. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Jason, le frère de Céline. Bonjour Jason. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On a entendu des documents très forts dans ce reportage, en particulier dans un premier temps la voix de votre sœur qui appelle au secours, le SAMU. On la sent désespérée, on a le sentiment qu'elle n'a pas d'écoute en face. Oui. On entend les symptômes qu'elle évoque, on entend son mal-être, mais malheureusement, en face d'elle, les personnes, pardon de l'expression, mais n'ont pas noté ou n'ont pas, en tous les cas, décelé l'urgence de Céline, l'urgence vitale. Le facteur aussi qu'elle était enceinte n'a pas été pris en compte, parce qu'en l'occurrence, il y avait 2 urgences. Il y avait autant de risques pour le bébé que pour Céline, et tout ça n'a pas été pris au sérieux, en tout cas de la part du régulateur et des pompiers également. Quand vous entendez ce témoignage aujourd'hui, vous pensez à quoi ? Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de dysfonctionnements de la part des centres de régulation, beaucoup de surcharge d'appels également pour de la bobologie, mais là en l'occurrence c'était une femme qui présentait des douleurs thoraciques, donc il y avait beaucoup de risques, dont une embolie pulmonaire puisqu'elle parle de ses poumons également. Il y avait beaucoup de risques et pour moi le principe de précaution n'a pas été pris de la part du SAMU et de la part également des pompiers. On a également entendu la médecin de SOS Médecins qui a l'air totalement affolée quand elle appelle le SAMU. On a l'impression qu'elle est presque un peu débordée par ce qui est en train de se passer. On sent la peur, l'affolement, alors qu'en face, il y a une espèce de flottement, en tout cas dans cet extrait qu'on a pu entendre. Elle était totalement paniquée, sans matériel, comme je le rappelle, sans défibrillateur, sans masque à oxygène. Pourtant, le bulletin d'envoi de l'urgence, c'est détresse respiratoire. Donc, venir sans masque à oxygène ou sans accessoires, médical en tous les cas, pour moi, c'est une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur de sa part ou de l'ARS, d'autres autorités de santé, en tout cas, de ne pas envoyer de personnes avec des défibrillateurs ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, comme on peut l'entendre derrière, quand elle alerte le 15, on lui répond... Si c'est pas hystériforme, cette affaire-là. Donc ce mot-là, pour moi, est fort, parce que hystériforme, c'est lié à l'hystérie, ça peut être lié à d'autres choses. Mais si ça aurait été un homme qui appelle pour un arrêt cardiaque, est-ce qu'on aurait employé le même terme ? Je ne crois pas. Je voudrais juste peut-être, Sabrina Philippe, que vous m'expliquiez, je ne connais pas ce mot-là. Hystériforme, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour être honnête. L'hystérie, en fait, c'est une hypersomatisation. C'est-à-dire que les hystériques, comme on les voyait au 19e siècle, c'est des femmes qui partaient comme ça, dans des crises qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. Et on a pu ce genre de forme, mais ça existait. Donc c'est resté dans l'inconscient collectif. En fait, ces femmes qui avaient des grandes somatisations, qui faisaient des crises, qui se vautraient par terre, qui justement... c'est ça ce que ça veut dire ? Qui le vivaient vraiment. D'accord. Qui le vivaient vraiment, mais qui avaient en effet des symptômes de convulsions qui pouvaient faire penser à de l'épilepsie ou à un arrêt cardiaque. Mais c'était somatique. C'est Charcot qui a mis ça en évidence dans les années, en 1900, dans les années 1900, et qui a donné lieu à la psychiatrie après. Donc c'est vraiment, mais c'est un terme qui en plus qu'on emploie très rarement aujourd'hui et qui en effet est dégradant puisque ça laisserait penser que finalement elle joue un peu la comédie. C'est ça. C'est ça qui est dérangeant dans cette histoire. Et c'est un terme qu'on emploie que pour des femmes, pour être clair. Évidemment que pour des femmes. Il n'y a pas d'hystérie chez les hommes, en effet. Ouais. Et c'est ce que vous voulez dire, Jason, aussi. Vous dites, parce que c'était une femme, au fond, aussi, on a pris ça un peu à la légère. En tout cas, c'est l'impression que peut donner la personne du SAMU au bout du fil. Du SAMU, et puis dès le départ, même l'échange avec les pompiers, oui, c'est une femme qui appelle
elle est enceinte de son 3e enfant, elle a des bouffées de chaleur, ça peut être lié certainement à la grossesse, quoi. Voilà, c'est des signes tout à fait normaux, quoi. Elle a des douleurs dans la poitrine, c'est peut-être lié à la grossesse, pourtant. Il y a un autre élément dans les documents qu'on a diffusés, c'est le fait qu'ils n'ont pas de voiture. Votre sœur et son compagnon n'ont pas de voiture à ce moment-là, donc on comprend bien qu'ils sont bloqués chez eux. Ils le signalent, on l'entend clairement, hein, ils le disent clairement, on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer. Et la réponse, en gros, trouver un moyen, quoi. En gros, la réponse, c'est débrouillez-vous par vos propres moyens, puisque même ne serait-ce que transférer l'appel à SOS Médecins, ce médecin régulateur aurait pu le faire en appuyant juste sur une touche de téléphone, ce qui n'a pas été fait. Donc pour moi, c'est du temps perdu, en sachant que pour un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Puisque Céline n'allait pas décéder d'un arrêt cardiaque, elle est décédée d'une mort cérébrale, certainement due à une non-oxygénation de son cerveau pendant un laps de temps très 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 long. Et le bébé est décédé à cause de la défibrillation qu'on estime à plus de 14 chocs, qui est énorme. Ça s'est passé le 28 février 2018, c'était il y a quasiment 2 ans. Je pense que vous avez beaucoup repassé ça dans votre tête, vous avez réécouté ces documents peut-être. Qu'est-ce que vous vous dites 2 ans après? Pourquoi est-ce que les choses se sont aussi mal passées? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris au sérieux votre sœur et pourquoi elle en est morte? Moi, je me suis posé beaucoup de fois la question avec mon entourage, mes frères et sœurs, et j'ai toujours pas la réponse. Parce qu'à ce moment-là, je pense que ces personnes, soit elles étaient débordées, soit elles n'ont pas entendu, en tous les cas, écouté ce que ma sœur évoquait. Et pourtant, c'est des symptômes quand même tout à fait lourds derrière pour les conséquences, en tout cas. Ça aurait dû nécessiter l'envoi sans retard d'une équipe SAMU pour moi. Hein. Mais ça n'a pas été jugé bon, en tous les cas, par ces personnes-là. Tous les jours, il y a des dysfonctionnements, ça, je le conçois, mais... Et d'ailleurs, je rappelle Naomi Muzenga. Oui. Voilà. On aurait pensé que ça se serait arrêté, que ça se serait amélioré. À peu près dans des circonstances assez proches. Hein, oui. 8 semaines, il me semble, avant, justement. Donc... juste Sabrina Philippe, je voudrais qu'on parle aussi du rôle quand même important de ces gens de SAMU, mais je voudrais pas non plus qu'on généralise, et on comprend votre douleur, mais il y a aussi des gens qui travaillent bien au SAMU. Je voudrais pas qu'on jette l'opprobre sur tout le monde. Il y a des gens qui travaillent bien, il y a des vies qui, grâce à eux, aussi sont sauvées tout le temps. Mais quand ça ne va pas, le problème, c'est que les conséquences sont terribles. Parce que il suffit qu'une fois ça aille pas, et une fois il y a quelqu'un qui peut mourir. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive hélas de temps en temps, même si je le redis, la plupart du temps, ça se passe bien et la plupart du temps, ils sauvent des vies. Mais malgré tout, il y a cette fois et cette responsabilité au fond des gens qui sont au bout du fil et qui doivent juger, qui doivent prendre une décision. Vous savez ce que je trouve le plus choquant dans ces appels-là, c'est le manque d'humanité. C'est ça qui est choquant. C'est-à-dire qu'on entend des voix, alors ce sont des personnes qui doivent garder leur sang-froid. Mais on peut garder son sang-froid et avoir une certaine humanité. Et là, on entend un manque d'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de désintéressement, même face finalement à la détresse de son compagnon, à la détresse de cette femme qui dit « j'ai des problèmes cardiaques ». Bon, et alors? C'est terrible d'entendre ça. Alors, la question, elle se pose ainsi. Quels sont les critères de recrutement de ces personnes? Parce que est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir ces critères de recrutement et avoir des personnes, et pas voilà, majoritairement, certainement elles le sont, mais on ne peut pas. La majorité ne suffit pas. Il faut que l'ensemble des personnes qui sont recrutées aient cette humanité. Juste, Jason, une précision, la personne qu'on entend au bout du fil, c'est déjà le médecin ou c'est simplement la personne qui décroche dans les extraits qu'on a entendus? Non, au départ, c'est pas le premier à décrocher. C'est-à-dire, il y a eu un médecin du SAMU. Il a fallu que le conjoint se répète une deuxième fois. Donc c'est un médecin. Elle parle à un médecin. Voilà, elle a un médecin qui est assistant de régulation et qui a un cabinet de médecin à Saint-Étienne et qui exerce d'autres heures en fait en plus de. D'accord, donc c'est un vrai médecin, c'est pas simplement quelqu'un qui se contente de décrocher. Oui, moi je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'en fait comment ça se passe quand on appelle le SAMU, parce que c'est un centre d'appel. En fait, il y a un assistant de régulation médicale qui prend d'abord l'appel. En fait, il est là pour circonstancier en fait les raisons de l'appel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte les premiers éléments, l'identité, l'adresse et les raisons de l'appel du patient. Mais là où c'est problématique, c'est qu'à l'époque des faits, donc en 2018,
Les assistants de régulation médicale, ils n'étaient pas du tout formés. Et c'était accessible simplement avec un baccalauréat ou une formation équivalente. Et il a fallu qu'il y ait, Naomi, votre sœur, je suis désolée, pour qu'à un moment donné, on se décide avec un arrêté en juillet 2019 à ce qu'il y ait imposé une formation pour les assistants de régulation médicale. Ouais, mais là, si je comprends bien ce que me dit Jason, hein, on avait passé l'étape de l'assistant de régulation et c'était le médecin. On était au régulateur. Déjà, on était à l'étape au-dessus avec un vrai médecin. Et justement, quand vous apprenez la mort de votre sœur, hein, après 10 jours d'hospitalisation, les médecins vous expliquent les causes de son décès. Et selon eux, lors de son malaise, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs dizaines de minutes, provoquant des lésions fatales pour le bébé et pour votre sœur. Et dès lors, vous êtes persuadé que votre sœur aurait pu être sauvée. Pour ses proches, Céline aurait pu être sauvée si les secours avaient envoyé de l'aide dès le premier appel. Surtout que lors de leur échange avec le SAMU, Axel et Céline avaient bien précisé que la mère de famille avait des antécédents cardiaques. Les proches de Céline, dévastés par la perte, décident alors d'écrire une lettre au SAMU de la Loire pour demander des explications. Dans un courrier de réponse, un représentant du SAMU et du CHU de Saint-Étienne leur explique alors que les pompiers et les médecins du SAMU ne se sont pas déplacés car ils n'ont pas décelé de caractère vital dans cette demande. En colère, les proches de Céline décident donc de porter plainte contre X le 17 mai 2018 pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. On est en présence de quelqu'un qui se retrouve en contact avec le régulateur du SAMU, qui apparemment ne prend pas très au sérieux la demande qui lui est faite. C'est un problème d'appréciation. Malheureusement, le SAMU, lorsqu'il arrive, c'est pratiquement trop tard. Mais après quelques semaines d'enquête, un non-lieu est prononcé au mois d'août 2018. La famille de Céline dépose alors une seconde plainte le 7 septembre 2018 avec constitution de partie civile, ce qui entraîne la nomination d'un juge d'instruction. Le magistrat ordonne alors de nouvelles expertises dont les résultats étaient attendus initialement pour septembre 2019. Mais depuis plus de 6 mois, la famille de Céline est toujours sans nouvelles. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Jason, qui est le frère de Céline, qui est toujours en direct avec nous. Visiblement, les conversations ont été analysées. Il y a un médecin, le docteur Guy-François Jomain, qui a fait une lettre d'explication, au fond, où il confirme, au fond, que la décision du SAMU est la bonne. Puisqu'il dit les symptômes énoncés lors de la discussion étaient peu évocateurs de ce qu'on retrouve dans une crise cardiaque. La décision du médecin régulateur est la sienne. C'est un acte médical à part entière avec sa part d'humain et aléa médical. Ce sont les mots qui sont employés. Quand vous entendez ça, ça vous révolte ? Oui, totalement, parce que pour moi, c'est les aléas de la vie, mais pour moi, mourir à 38 ans et 6 mois, c'est aussi des conséquences d'un dysfonctionnement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils sauvent des personnes, ça c'est sûr, au quotidien. Et il y a des erreurs qui sont commises au quotidien, mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de lancer des poursuites ou la force également de contacter, de ressasser tous les jours l'histoire, d'essayer de se battre. À ces personnes, en tous les cas, je veux leur faire passer un message, c'est-à-dire il faudrait qu'on se réunisse entre familles de victimes, parce qu'on est des victimes en tout cas. Ce courrier, c'est une réponse de la part donc du CHU de Saint-Étienne à notre premier courrier qu'on a envoyé aux sapeurs-pompiers, au CHU et à SOS Médecins. En tous les cas, ce qu'on peut entendre et lire de ce courrier, c'est qu'ils gèrent beaucoup d'appels quotidiennement et que très peu finissent ainsi. Voilà, c'est en général, quoi. Et aussi que ça fait partie des aléas de la vie, mais en tous les cas, pour moi, non, c'est des erreurs, en tout cas, des erreurs de la part des régulateurs qui ont conduit à la mort de Céline. Et de ne pas envoyer justement des sapeurs-pompiers ou des secours tout de suite, ça a provoqué une perte de chance, en tout cas, de survie de Céline. Céline était enceinte, on le rappelle. Vous-même, quand vous avez appris ce qui s'était passé, quand vous avez appris que votre sœur et son fils étaient décédés, ça a été quoi votre réaction ?
C'était une réaction de colère, de tristesse. Tout de suite, je voulais faire justice. Et malheureusement, donc il a fallu attendre de faire les courriers, d'avoir des réponses. Donc ça a été très long. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas porté plainte tout de suite au mois de mars, parce qu'il a fallu qu'ils nous répondent, qu'on ait accès aux audios enregistrés par le biais du CHU. C'est eux qui nous les ont transmis. Et c'est à ce moment-là justement qu'on a entendu Céline appeler à l'aide, qu'on s'est dit il y a bien eu des erreurs, parce qu'on l'entend bien en tout cas, on reconnaît sa voix, on sent qu'elle est fatiguée. Pourtant ça a été analysé par un docteur qui a dit que la bande son, en tous les cas, que Céline s'exprimait clairement, qu'elle parlait parfaitement, donc on peut laisser présager un docteur qui analyse les réponses des autres docteurs, c'est un peu compliqué. Mais vous, je suppose que la première fois où vous avez entendu cet enregistrement, finalement, c'est glaçant d'entendre ça. Parce que c'est, en fait, les derniers mots de votre sœur en même temps. Voilà, en tous les cas, c'est ces derniers mots qu'on peut entendre. Et nous, en tous les cas, on l'entend appeler à l'aide. Et beaucoup de personnes l'entendent également. Et malheureusement, la réponse de la justice, en classant l'affaire sans suite au mois d'août 2018, pour nous, c'est incompréhensible. En tous les cas, on a pu avoir accès au dossier et aux conclusions de brigadiers de police qui allaient dans notre sens. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Alors, je précise, le 17 mai 2018, vous portez plainte. Le fin août 2018, il y a un non-lieu qui est prononcé. Et là, vous êtes sans voix, au fond, parce que vous ne pensiez pas du tout que ça allait se conclure par un non-lieu, cette première procédure. On ne pensait pas du tout. En tous les cas, par le biais de notre avocat qui était plutôt confiant, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, mais ça fait que retarder les choses en tout cas. Une semaine après, vous posez une deuxième plainte avec constitution de partie civile. Donc là, automatiquement, il y a un juge d'instruction qui est nommé et il va demander de nouvelles investigations à ce moment-là. Et on devait avoir des informations en septembre 2019, c'est ça ? Qu'est-ce qui devait être produit en septembre 2019 ? On devait avoir les conclusions des expertises demandées par la juge d'instruction. Et malheureusement, on n'a pas de réponse, en tout cas, mis à part la lenteur de la justice, à communiquer les résultats de ces expertises. On vous expliquait quoi ? Que c'était long à faire, c'est ça ? C'est long, pas forcément en fait. C'est simplement il y a des circonstances que il y a eu une nouvelle juge d'instruction qui a repris le dossier. Il y a un nouveau procureur qui a repris le dossier, donc il a fallu certainement qu'ils reprennent de A à Z. Maître Sandrine Pégan, on entend souvent ça d'ailleurs dans les dossiers, dans les gens qui viennent ici en disant « Ah ben on a changé de juge d'instruction ». Ça arrive très souvent. Pourquoi ça change les juges d'instruction en cours de route ? Parce qu'on peut se dire que quelqu'un qui a une enquête, qui a un dossier comme ça, au bout d'un moment il connaît parfaitement les dossiers. C'est plus simple de continuer. Pourquoi les juges d'instruction changent en cours de route et retardent parfois les choses ? En fait, c'est dans le cursus de leur parcours professionnel. Pour les magistrats, ils ont qu'on appelle une clause de mobilité qui doivent changer de poste tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et pourquoi elle existe, cette mobilité ? C'est parce que c'est pour éviter qu'il y ait trop d'affinités, de choses un peu étranges qui pourraient se passer et qu'on pourrait leur reprocher avec des greffiers, avec des procureurs, pour qu'ils soient de connivence. C'est bizarre de commencer un dossier, de rentrer dedans, de demander des actes, etc. Et puis de tout laisser, de partir. Et puis c'est un nouveau qui arrive et qui aurait peut-être pas traité le dossier. Alors ça peut être très bien comme ça peut être très mal. Oui, parce que... mais de toute façon, c'est un changement brutal quand même. C'est un changement, mais comme vous le disiez, c'est soit bien, soit pas bien, parce qu'il y a quand même des magistrats qui sont... qui ont une certaine pugnacité, donc ils sont certains désireux qui sont plus sensibles aussi à certains mais dossiers. parfois aussi, il y a des magistrats ou des juges d'instruction qui ont une vision sur un dossier et qui n'ont peut-être pas la même vision que les victimes. Et dans ces cas-là, c'est bien qu'il y ait un autre regard d'un autre magistrat qui arrive derrière. Mais du coup, on l'a compris pour Jason et sa famille. Du coup, ça repousse encore parce que ça devait être pour septembre. Et là, ils n'ont plus de nouvelles parce que sans doute, il faut que le nouveau magistrat se replonge dans le dossier. Il faut qu'il relise et c'est reparti. Oui, alors là, je trouve ça un peu étrange parce que moi, par ma pratique, ce délai ne m'apparaît absolument pas déraisonnable. 6 mois, 6-7 mois, c'est pas vraiment un délai qui est extraordinaire pour la pratique que je fais actuellement. Et en temps normal, un juge d'instruction, il rend une ordonnance, il désigne un expert et puis ensuite c'est l'expert qui a un certain temps pour faire l'expertise. Là, c'est peut-être pas le fait que le magistrat n'ait pas désigné l'expert, c'est peut-être simplement que l'expert lui-même a trop de travail et il est surchargé et que du coup, ça rallonge aussi, mais à vérifier. Jason, comment ça se passe dans votre famille depuis la disparition de votre sœur ? C'est très difficile en tous les cas. Elle laisse 2 enfants derrière elle. Parce qu'elle avait déjà 2 enfants en fait. Voilà, qui étaient mineurs à l'époque. Il y en a toujours une qui a 17 ans.
une seconde de 19 ans, donc c'est très compliqué. Ma maman qui nous a quittés récemment, pareil, ça a été très dur de tenir. Pardon. Et au quotidien, moi j'ai mis ma vie professionnelle en parenthèse. Je suis aide-soignant de base, donc je suis au quotidien en train d'accompagner les personnes en fin de vie. Donc c'est compliqué aussi psychologiquement de tenir. On n'a pas de soutien, en tous les cas. À l'annonce du décès de ma sœur par l'hôpital, on n'a pas eu de proposition de soutien psychologique donc pour les victimes, parce qu'on est des victimes. On sent à quel point c'est dur pour vous, la disparition de votre sœur, la disparition de votre maman. Également, tout ça fait qu'aujourd'hui, ça a aussi bouleversé votre vie à vous, au fond. Oui, ça a bouleversé ma vie et celle de mes proches. Et en tous les cas, pour moi, c'est un combat au jour d'aujourd'hui qu'on mène pour, en tous les cas, faire des éclaircissements sur tous ces déroulés. Mais en tous les cas, on a ces audios, et ces audios, ils parlent d'eux-mêmes pour moi, qu'elle appelle à l'aide et qu'elle n'a aucune réponse. Et derrière, on ne peut pas excuser en disant oui, on a des manques de moyens, des manques humains, de matériel, tout ça. Puisque là, en l'occurrence, le SAMU, ils sont venus 1 heure après. Et s'ils auraient fait le nécessaire tout de suite, peut-être que Céline aurait été transportée consciente. Elle aurait peut-être pu faire un arrêt cardiaque à l'hôpital, donc avec des professionnels compétents. Je ne dis pas qu'elle était incompétente, SOS médecin, mais des médecins avec un cardiologue et équipés, quoi. Et en tout cas, j'ai le sentiment que ce combat que vous menez, c'est ce qui vous aide à tenir aujourd'hui. C'est ce qui vous aide à tenir debout. Oui, et mes proches également, mes petites nièces, elles me soutiennent. Même s'il faut les soutenir aussi parce qu'elles ont perdu une maman, et une maman, on n'en a qu'une. Et dont la façon dont elles l'ont perdue, brutalement, comme nous d'ailleurs, elles n'ont pas pu... on ne peut pas se préparer à un décès comme ça. Et ces images, surtout la plus jeune, elle les aura toute sa vie puisqu'elle était au domicile. Donc... je précise qu'on a joint le CHU de Saint-Étienne qui nous a expliqué les choses suivantes. Le CHU nous a indiqué que victime d'un malaise à son domicile, ses proches avaient appelé le SAMU où l'appel initial avait été régulé par un médecin libéral. Depuis 2 actions successives judiciaires ont été intentées par les membres de la famille. Le CHU et l'association des médecins de permanence de soins d'urgence médicale expriment leurs pensées les plus sincères à vous, aux familles, aux proches, et compte tenu d'une instruction judiciaire en cours, ni le CHU ni l'association des médecins libéraux à qui nous avons proposé de s'exprimer, les deux n'ont souhaité ne pas communiquer, préférant la justice suivre son cours. On espère que justice sera rendue pour vous, Jason. Je vous remercie, et je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau d'Énergie 12. Nous, ce qu'on voulait, c'est médiatiser l'affaire, parce que malheureusement, à notre niveau, on partage sur les réseaux tout ça, mais c'est très difficile d'être soutenu par des associations. Je me suis renseigné auprès d'associations, aucune n'a voulu soutenir notre cause, en tout cas notre combat. On organise une marche blanche ce samedi à 10h à Saint-Étienne en la mémoire à ma sœur, et en espérant que ça peut permettre de faire attirer l'attention de la justice. On espère qu'on vous aura aidé également.